vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Eh bien bonjour, les vraies voix, jour férié, je vous retrouve donc avec plaisir. La Pentecôte nous rappelle la rudesse du chemin qui se présente à nous. Aussi, soyons ambitieux sur nos réflexions. Au sommaire, le grand débat du jour à 17h30. En marge du sommet sur l'océan à Nice, Emmanuel Macron a taclé le gouvernement français coupable, je cite, d'une erreur historique. Le président dénonce le détricotage de mesures en faveur de l'environnement. Parlons vrai, la France est-elle exemplaire sur la question écologique? C'est notre question du jour. La France est-elle exemplaire? Vous nous dites oui ou non sur le compte X de Sud Radio. Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre et conférencier à l'ONU, sera notre invité. Et puis le coup de projecteur à 18h40. Le Rassemblement national célèbre aujourd'hui la victoire des nationalistes aux européennes de 2024. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Une réunion organisée dans le désormais célèbre village du Loiret, Mormant-sur-Vernisson. Victor Orban et Matteo Salvini font partie des nombreux élus des pays membres de l'Union européenne présents pour l'occasion. À force de fustiger l'Europe ou de proclamer Make Europe Great Again, on ne sait plus trop quoi penser. Aussi, nous vous posons la question. Le RN et ses alliés nationalistes sont-ils une menace pour l'Union européenne? Vous connaissez le principe, 0826 300 300 pour intervenir sur le sujet à l'antenne. Et puis les réseaux sociaux, la question sur le compte X de Sud Radio. Nous sommes donc ambitieux sur nos sujets de Pentecôte, vous l'avez compris, alors soyons-le aussi pour nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Puisque la sélection de nos vraies voix, de véritables escaladeurs de pente en toutes circonstances, va vous confirmer que nous sommes bien dotés. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol. Bonsoir, mon cher Frédéric. Vous grimpez toujours? Je grimpe. Enfin, on a les élévations qu'on peut. C'est très joli. Vous entendez ce sourire qu'on aime tant, Françoise Degois, éditorialiste. Vous êtes déjà très haut, Françoise. Non, ça me fait rire, on a les élévations qu'on peut, c'est tellement drôle. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais la pente est raide et la pente est rude, c'était parce que vous faisiez de la paraphrase de Jean-Pierre Raffarin, je pense. Ah non, je l'avais pas, celle-là, vous voyez. Ouais. Pas, l'ancien Premier ministre. Oui, vous êtes très connu, mais rude. Oui. C'était lui, vous savez, c'était lui le lundi de Pentecôte qu'il fallait rendre pour le grand âge. Oui, d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, qui ne travaille? Personne. Personne ne travaille. Encore une loi qui n'a servi à pas grand-chose. C'est dingue, c'est marrant. Voilà. Alors, un petit qui monte, parce que vous êtes deux incontournables des vraies voix. Déjà sur le toit de l'Olympe. Un petit peu. Je n'osais le dire, mais Philippe pendant mes études. Si vous entendez la voix de Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. À l'aise? Ouais, bien. Ouais. Très content. Il a l'air très sympa. On va pas trop le. Non, mais on va pas trop le toujours faire débattre souffrir. du feu. Vous en avez déjà fait avec François? Jamais. Il progresse La grande pas à première. pas, hein. Ouais, Il est très bon. Oh là là. Ah oui, Step. Step by Et on Step. dit, je ne parle pas anglais. Voilà. Bon, les vraies voix, filons au 0826 300 300. C'est Baptiste de Boulogne qui est notre auditeur fil rouge. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous et à toutes. Quand je dis Boulogne, c'est Boulogne-Billancourt, parce qu'il y a aussi Boulogne-sur-Mer, puis d'autres aussi qu'on ne connaît pas. Voilà. Vous avez le droit à votre coup de gueule, Baptiste, en ce jour de Pentecôte. Faites-vous plaisir, je pense que vous avez des visées sur Rachida Dati. Ben oui, on va faire la fête à Rachida. Allons-y. C'est un coup de gueule sur Rachida, mais c'est aussi un coup de gueule plus général, parce qu'en fait, que Rachida, on découvre une nouvelle affaire sur Rachida Dati, j'ai presque envie de dire que c'est une habitude, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Ce qui m'embête, moi, c'est le silence assourdissant de la part de à peu près toute la sphère médiatique sur les affaires de Rachida et de la sphère politique sur l'exemplarité des politiques. Et bon, vous faites quand même référence au documentaire sur Envoyé spécial sur France 2. Donc déjà, ça a été révélé par un média. Donc déjà, il y en a un qui en parle. C'est très bien, il y a un média qui en parle. Allez, on va dire que j'en parle aujourd'hui, donc on peut dire que ça sur fait Radio, deux. On en parle. C'est deux. C'est bien. Il en reste 874 qui devraient s'intéresser au sujet. Plus sérieusement, je pense que cette affaire, elle est très révélatrice des mandats d'Emmanuel Macron, qui avait fait des déclarations avant, lorsqu'il était candidat, en disant que ses ministres est irréprochable. Il a fait la preuve que ses ministres n'étaient pas irréprochables. Et je pense que toutes ces affaires qui touchent les ministres de Macron et qui touchent les politiques en général font un jeu fantastique pour le Rassemblement national
Et je pense qu'on pourra vraiment les féliciter le jour où ils auront permis l'accession du RN au pouvoir. Bon, vous êtes en train de nous dire que également, on en parlait avec Françoise Degois sur Jean-Pierre Raffarin, il y a des décisions qui sont prises, mais des actes qui ne sont pas suivis. Philippe Bilger sur Rachida Dati. Je rejoins Baptiste en général sur le fait que l'immoralité politique en réalité touche très peu les citoyens. Et pour Rachida Dati, je vais avouer ma propre faiblesse, alors que je ne la déteste pas comme peut-être future maire de Paris, je me sens moi-même très frileux pour parler de ces affaires qui sont sérieuses à son encontre. Je dois être mu par une sorte de peur, je n'ai pas envie d'accabler quelqu'un qui est fondamental au camp de la droite, c'est lamentable de ma part. Mais il y a des faits qui sont liés à son rôle d'avocate, Françoise Degois, il y a conflit d'intérêts, tout est lié, oui, voilà. D'ailleurs, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, vous êtes un peu injuste avec la presse, il y avait un dossier complet dans l'Obs, dans Libération, avec les diamants à la une, donc non, les affaires de Rachida Dati sont très médiatisées, mais là où vous êtes injuste, c'est sur Emmanuel Macron. Rachida Dati, c'est Nicolas Sarkozy, c'est la créature de Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui l'a mis en lice. Moi, je me souviens très bien d'une forme de, même si j'étais à l'époque toujours déjà de gauche, je me souviens, il y avait une forme il y a eu de jouissance de voir arriver cette jeune femme avec ce parcours si exemplaire, etc. Moi, ce que je vois de Rachida Dati, c'est qu'elle s'est terriblement abîmée, c'est-à-dire que ce qui promettait d'être, comment dirais-je, il y avait une vraie promesse républicaine chez Rachida Dati et qu'on ne retrouve plus maintenant. Et je pense que ces affaires-là seront un boulet terrible. Je ne sais pas si ça l'empêchera de se présenter, mais je suis absolument certaine que pour une grande part, ça l'empêcherait de gagner Paris. Samuel Botton, les faiblesses de ceux qui aiment l'argent, c'est un peu ça ? Mais celle-là, on ne peut pas faire semblant de les découvrir. C'est-à-dire, Françoise disait à juste titre que c'était une création de Nicolas Sarkozy. En 2009 déjà, Deray et Darmon écrivaient sur qui était Rachida Dati dans le livre Belle Amie. Petit clin d'œil à Maupassant, et toutes les histoires qu'on a pu voir dans Complément d'enquête et l'ensemble des témoignages qu'il y avait à 80% sont exactement les mêmes. Après, sans vouloir accabler ou me prononcer sur les affaires, il y a une réalité. Rachida Dati, c'est un animal politique. C'est peut-être même un des plus gros animaux politiques qu'on ait aujourd'hui, au vu de tous les mastodontes qui nous ont quittés ces dernières années. Et comme plein d'autres avant, ça ne peut ne pas l'empêcher d'accéder à ses ambitions. Non, parce que des affaires, et pour rebondir sur ce que disait l'auditeur, il y en a de partout. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a même actuellement au Rassemblement National. Alors elles ont peut-être moins de portée parce qu'ils n'ont pas encore accédé au poste suprême, à savoir l'Élysée. Mais la réalité, c'est que des affaires de ce type, c'est-à-dire on ne peut pas faire semblant de découvrir aujourd'hui que Rachida Dati est une personne majeure chez les Républicains au sein du gouvernement et qu'elle a toujours eu un rôle clé à jouer. Non mais le problème et on n'est pas conclut là, parce qu'on est tenu par le temps. Le problème n'est pas là, c'est qu'il va y avoir une procédure judiciaire tout simplement. Donc elle est sous le coup de cela. C'est pas simplement il y a des affaires. Il y a une réalité judiciaire qui fait qu'elle pourra peut-être être empêchée. Et merci à Baptiste qui reste avec nous. Baptiste, on va voir le grand débat. Vous serez sollicité. Je suis déjà en retard moi. Alors on se retrouve dans un instant. On va parler des 3 mots de l'actu. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Samuel Botton, vous aussi les auditeurs, et toujours très brillant, on l'a vu avec Baptiste qui a ouvert les festivités avec un bien beau débat. Il va être rude ce Baptiste, c'est qui l'a dit, je sens. Non, vous savez, avec moi c'est les musiques. On va peut-être gagner avec Baptiste. Alors, quelques musiques inconnues. C'est devenu notre numéro de duettiste avec Philippe. Bon, dans un instant justement, on va retrouver le procureur, mais avant, Albin Texera, parlez-nous des 3 mots de l'actu qui seront les vôtres. Les 3 mots aujourd'hui sont Gaza, Los Angeles et Jeux Olympiques. C'est noté, à tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Cher Philippe, depuis la dissolution, la lente descente aux enfers du RN. Alors j'ai été très intéressé, je ne vais pas m'approprier cette interrogation qui est présentée par Le Monde sous forme d'affirmation d'ailleurs, mais elle est intéressante et évidente malgré l'apparent succès du Rassemblement national.
il semble que depuis la dissolution, il y ait des courants très tempétueux au sein du Rassemblement national qui viennent du fait que Marine Le Pen ne pouvant pas se présenter comme députée si une nouvelle dissolution survenait, le fait que peut-être une condamnation à venir en 2026 l'empêchera d'être candidate et elle devra accepter que Bardella ou qui sait quelqu'un d'autre prenne la relève. Tout cela crée un climat malsain avec beaucoup de rumeurs, de ragots, de on-dit, et malgré encore une fois l'apparente force du Rassemblement national, derrière il y a des vents contraires et peut-être même mauvais pour sa cause. Oui. C'est un peu comme au PS, il y a deux écoles au RN, il y a ceux qui sont des grandes familles et puis ceux qui se sont faits tout seuls. Non, c'est pas. Non, ça n'a rien à voir, Françoise Degois. La gauche cagnard, tout c'est fini. Non, mais je suis d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que la petite bulle médiatique, le petit monde de l'entre-soi dans lequel nous vivons, qui dépasse pas les studios ouest parisiens avec les studios télé-radio, je me mets dedans, vous noterez. Et puis Saint-Germain-des-Prés, et puis les dîners d'entre-soi où tout le monde pense la même chose. Donc c'est très difficile finalement d'avoir une vision juste de la vie. Donc on ressasse à longueur de jour le RN, c'est inéluctable. Moi je crois que pas du tout. Ce qui est en train de se passer à l'intérieur du RN est terrible pour eux. Autant si Marine Le Pen avait été candidate, je disais qu'il y avait une place en finale qui de toute façon était attribuée à Marine Le Pen. C'est comme Alcaraz, quoi. Ouais. Autant je suis, et ou Sinner dans un tournoi, autant je suis absolument persuadé que la place en finale de Bardella, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est absolument pas assurée. Je le dis, je le répète, ça ne sert à rien de jouer à se faire peur. On ne peut pas encore refaire une campagne contre l'extrême droite en la fantasmant. On le voit dans les scrutins, on le voit à l'intérieur. On n'est pas dans un effondrement, on est dans un effritement, c'est encore pire. Ouais, Samuel Botton, il y a une petite pression de l'ami Retailleau aussi qui leur fait peur, non ? Je pense qu'il y a toujours du bon à se faire peur. Concernant la droite, moi je n'imagine pas autre chose qu'un scénario où elle part en ordre dispersé. Et après, sur le Rassemblement national, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment ils ont négocié leur lutte intestine. En général, c'est un Le Pen qui en sort vainqueur. Je ne doute pas que ça soit le cas encore une fois. Je suis d'accord avec ça. La question, c'est jusqu'où Jordan Bardella pourra s'inspirer de Florent Philippot, qui lui avait eu l'intelligence de professionnaliser le RN, de mettre des hommes de confiance et d'avoir réellement la main sur ce qui se passait du point de vue technique du parti. Jordan Bardella est de toute évidence très mauvais là-dessus. Il est très seul. Après, c'est ça, mais parce qu'il ne sait pas s'entourer. Il est très seul dans l'appareil. Donc j'ai mis des armées, c'était des gars à moi, ça roulait tout seul. Bon, à partir du moment où il s'est fait couper la tête, Bardella arrive, Marine Le Pen comprend son erreur. L'autre point, c'est le calendrier judiciaire. Et puis après, sur la question, alors, j'entends ce que Françoise dit sur le fait, Bardella, je pense qu'il implose. Oui. À partir du moment où il va se retrouver face à la Ligue des champions des débatteurs français. Bien sûr. C'est-à-dire du Mélenchon, potentiellement Gabriel Attal qui connaît bien, peut-être potentiellement. Alors Hollande, comme je vous en parle même pas. Hollande face à Bardella, c'est éparpillé façon puzzle. Mélenchon, pareil. Sur un débat, vous êtes sur un débat, mais alors je vous le signe des deux dans les urnes, je vous crois, mais sur un débat, je bien sûr, ils ne sont pas nombreux à pouvoir tenir la dragée haute à Hollande. Je pense qu'il y en a 4-5. Macron. Jean-Luc Mélenchon, encore moins Mélenchon, oui, c'est vrai. Qui a quand même, qui partira avec quelques vieilles pensées à son sujet. Mais voilà, et après, c'est la dynamique des sondages qui est toujours, comme pour l'instant, du côté du Rassemblement national. La vie politique est faite de haut et de bas parce que fut un temps, François Hollande était battu par tout le monde dans l'esprit, quoi. Mais il y a un point qu'on oublie pour le RN, c'est qu'ils vont d'abord devoir négocier les municipales avant la présidentielle. C'était le réquisitoire du procureur. Mais c'est passionnant, c'est vrai, c'est un vrai sujet, parce que je suis d'accord avec vous que le Monde, pour la première fois, ouvre une vraie fenêtre. Parfois, je ne suis pas d'accord avec les fenêtres qu'ils ouvrent, qui sont tordues, mais celle-là est une vraie fenêtre de réflexion. On file les 3 mots de l'actu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. C'est donc Albin Texera qui est avec nous ce soir. Cher Albin Texera, les 3 mots dans l'actu: Gaza, Los Angeles et Jeux Olympiques. Enfin, les mots, les expressions, parce qu'à chaque fois, il y en a un petit peu plus. Voilà. Un voilier humanitaire dérouté au large de Gaza ce matin avec à son bord Greta Thunberg et Rima Hassan. Paris demande le retour rapide de ses ressortissants. Ça arrive. À Los Angeles, la tension grimpe. Donald Trump déploie la garde nationale contre l'avis des autorités locales. Et pour finir, sur une note positive, les JO de Paris 2024 ont généré 3 fois plus de bénéfices que prévu. Voilà. Les vraies voix Sud Radio.
C'est une intervention qui a beaucoup fait de bruit au large de Gaza ce matin. La marine israélienne a intercepté le voilier humanitaire Madeleine. À son bord, 12 militants venus de plusieurs pays, dont l'activiste Greta Thunberg et l'eurodéputée de la France Insoumise Rima Hassan. Le bateau, affrété par la coalition de la Flottille pour la liberté, transportait de l'aide humanitaire destinée aux civils palestiniens. Le voilier a été dérouté vers le port d'Ashdod, au sud d'Israël. Une interception qui suscite de vives réactions, bien sûr, notamment parce qu'elle serait déroulée en pleine mer dans les eaux internationales, ce qui pourrait constituer une violation du droit maritime selon l'ONG organisatrice. La France Insoumise dénonce des interpellations illégales et appelle à des rassemblements ce soir à Paris, Bordeaux ou encore à Lille. Mais d'autres responsables politiques, quant à eux, pointent une opération de communication politique, voire une mise en scène médiatique. En tout cas, Paris a immédiatement réagi. La France demande le retour rapide de ses 6 ressortissants à bord et un accès consulaire sans délai. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Depuis l'arraisonnement de ce navire par les autorités israéliennes, nous avons demandé à pouvoir exercer ce que l'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire la protection par les agents du consulat français sur place vis-à-vis de nos ressortissants. Nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national. Il est important de rappeler que pendant ce temps, sur le terrain, l'ONU alerte 80% des habitants de Gaza sont désormais déplacés dans un territoire ravagé par 8 mois de guerre. Albin, je vous interromps parce que je veux avoir le sentiment, alors court, rapide, messieurs, dames, autour de la table, des vraies voix, Philippe Bilger. Alors, moi, en réalité, je trouvais dans le principe que l'intervention d'Israël ne m'étonne pas et par certains côtés, elle me fait plaisir. Mais en même temps, Israël se moque complètement du droit international. C'est assez préoccupant pour ceux qui veulent la défendre à tout prix. Françoise Degois. Oui, alors en même temps, je ne sais pas comment on réagirait si nous avions sur nos côtes l'équivalent qui débarquait. Enfin, cette croisière, pour moi, c'est une honte absolue. Absolument. Enfin, je l'ai dit et je l'ai répété, ça n'est que de la médiatisation, c'est politique et c'est malsain. La preuve, c'est qu'on va encore avoir des manifs ce soir pour des choses. Les gens, faites un sondage dans la rue, demandez aux gens où est-ce qu'ils savent où se trouve Gaza, situez-le-moi sur une carte. Donc, il y a quelque chose de malsain, une opération vraiment de la France Insoumise avec Rima Hassan. Là où je suis contente, c'est que ça s'est bien passé. C'est-à-dire que dans un climat aussi tendu, il pouvait y avoir n'importe quel accident, même s'il y a une maîtrise de part et d'autre. Ça s'est plutôt bien passé, l'arraisonnement, ça s'est même bien passé. Là, il faudrait pas quand même qu'elles soient retenues toutes et tous, qu'ils soient retenus trop longtemps à Givon, qui est une prison qui est à côté qui est pas très loin de Tel Aviv. Par ailleurs, tous les gens, et c'est mes amis de gauche, qui pleurent sur la flottille avec des mots de drama queen. Je rappelle qui y a dans ce bateau. Dans ce bateau, il y a un type qui s'appelle Thiago Avila, ok ? Thiago Avila, c'est quelqu'un qui est aux obsèques du Hezbollah. C'est quelqu'un, comment dirais-je, qui chante son amour de la Russie et de l'Iran tous les jours sur X. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on m'explique à quel point cette flottille est extraordinairement courageuse. Non, elle n'est pas courageuse. C'est une opération politique, c'est une opération médiatique et Israël a intérêt de ne pas donner en plus de grain à moudre à tout le monde pour transformer ces gens-là en martyrs. Françoise Degois, je savais que vous vouliez intervenir. Énervé, non, mais je vous ai laissé et c'est important pourtant, que vous je le suis disiez. de gauche, c'est impossible, si vous voulez, qu'on puisse me faire un procès de cela. Moi, je suis pas le printemps républicain, je suis pas la gauche de la droite. Mais c'est important d'entendre ce que vous dites. Désolé Samuel, du coup, parce qu'on continue avec la... Mais c'était important ce que disait Françoise Degois, c'est pour ça. J'ai pas coupé. Allez Albin, votre deuxième mot dans l'actu, c'est Los Angeles. La ville américaine est secouée par de violents affrontements depuis 3 jours. Des tensions entre manifestants et forces de l'ordre, notamment autour d'arrestations musclées d'immigrés menées par la police fédérale. En réponse, Donald Trump a décidé ce week-end de déployer la garde nationale dans la mégalopole californienne. Une décision prise contre l'avis des autorités locales. Ni le maire de Los Angeles, ni le gouverneur de Californie n'en avaient fait la demande. Mais le président assume, vous avez des gens violents, on ne va pas les laisser s'en sortir. Fin de citation. Donald Trump promet un retour à l'ordre et il prévient, il pourrait envoyer l'armée dans d'autres États si la situation dégénère ailleurs. Eh bien, nous allons déployer des troupes partout. Nous ne laisserons pas cela arriver à notre pays. Nous ne permettrons pas que notre pays soit déchiré comme il l'a été en temps de guerre.
En réponse à cela, le gouverneur parle, lui, d'une mesure incendiaire qui risque, selon lui, d'aggraver les tensions. Un climat explosif dans un État où vit la plus grande communauté hispanique des États-Unis. Troisième mot ou expression, comme vous voulez, ce sont les Jeux Olympiques, et plus précisément ceux de Paris 2024, et des chiffres qui font plaisir. Ambiance. Bon, vous la reconnaissez, cette musique, elle nous fait du bien quand même. Elle nous fait du bien. Ça, c'est à vie, ça. Avis, ce jingle. Avis avec la vasque. Oh là là. Allez. Elle nous fait du bien et elle a marqué, bien sûr, tous l'été dernier. Et bien, près d'un an plus tard, on apprend une très bonne nouvelle par rapport à ces Jeux Olympiques de Paris. C'est qu'ils ont généré 3 fois plus de bénéfices que prévu. Selon le quotidien sportif L'Équipe, le comité d'organisation va annoncer au moins 76 millions d'euros d'excédent lors de la clôture de ses comptes le 17 juin prochain. En décembre dernier, on parlait encore de 26 millions. Un sacré bond rendu possible grâce à la finalisation des gros contrats de sponsoring et de la billetterie. Et surtout, 80% de cette somme revient directement au sport français. Entre autres, le retour de la vasque olympique aux Tuileries, des programmes comme le savoir nager ou encore des dispositifs d'insertion et des job dating. Même les athlètes recevront une part, une façon de réparer l'oubli que certains avaient dénoncé après la fin des Jeux. Et cerise sur le gâteau, le comité international olympique pourrait lui aussi reverser sa part au sport français pour financer de futurs projets liés au fameux héritage olympique qu'on parle beaucoup. Même si tout le monde pleure que les budgets sont coupés, et bon, faudra en reparler. Ça nous fera un débat. Dans un instant, justement, le grand débat. Notre grand débat, le climat comme la biodiversité, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de faits scientifiquement établis, martèle depuis le sommet sur l'océan à Nice, le président Emmanuel Macron. Il fustige également les Français qui surfent sur, soi-disant, les faits divers aux dépens de la lutte contre le climat. Il montre du doigt le gouvernement qui détricote les mesures écologiques, comme vous voulez. En tout cas, on en parle dans un instant avec cette question. La France est-elle exemplaire sur la question écologique? Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio tout de suite. Vous intervenez au 0826 300 300. Jean-Marc Governatori, coprésident de l'écologie au centre, conférencier à l'ONU, sera notre invité dans un instant. Juste un mot, je vous vois avec nous, Jean-Marc Governatori. En un mot, la France est-elle plutôt bonne élève à l'échelle de la planète ou pas pour la cause écologique? Je suis écologiste centriste, donc je regarde les faits et malheureusement le compte n'y est pas. Ah, vous allez nous dire pourquoi, et puis bien sûr les 3 vraies voix deviseront. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nos 3 vraies voix, alors des valeurs sûres évidemment, en ce lundi de Pentecôte, vous êtes les bienvenus. C'est jour férié bien sûr, c'est le plaisir pour moi de vous retrouver. Philippe Bilger est là, président de l'Institut de la Parole et puis magistrat honoraire. Voilà, c'est ça. Françoise Degois, éditorialiste qui se dit de gauche mais qui n'hésite pas à tailler la gauche. C'était un beau moment tout à l'heure. J'ai toujours été comme ça, moi, vous savez, je suis authentiquement de gauche et pas du tout ni de fausse gauche, printemps républicain, ni la gauche de la droite, pas du tout. Mais je suis social-démocrate, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Et puis Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, pas à pas, Step Conseil, je reprends de Philippe Bilger. Bon, vous êtes comme un poisson dans l'eau avec ces 2 dinosaures des vrais ça va pas. C'est un compliment, c'est un compliment. Oh non, mais ça va pas, non, dinosaures. C'est bon un dinosaure. Vous n'aimez pas les dinosaures? Vous en avez déjà vu, vous, des dinosaures? Oui, madame. Excusez-moi, enfin bon, les dinosaures, chez ta mère. Comme dirait ma grand-mère. Bien vu, Françoise. Allez, tout de suite, on y va, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et le grand sommet sur l'océan se tient en ce moment à Nice. Le président Emmanuel Macron en profite pour montrer du doigt le gouvernement et les parlementaires français coupables, je cite, d'une erreur historique après avoir annulé des mesures en faveur de l'environnement. La France a-t-elle abandonné la cause écologique? Le président culpabilise-t-il ses concitoyens à juste titre? Parlons vrai. Nous vous posons cette question sur le compte X de Sud Radio. La France est-elle exemplaire sur la question écologique? Donnez-nous vite votre avis. Je vous donne la réponse dans un instant. Nous recevons comme invité et comme grand témoin Jean-Marc Governatori, coprésident de l'écologie au centre, conférencier à l'ONU, auteur spécialiste de l'écologie, une 15aine de livres sur le sujet. Philippe Bilger,
La France, bon élève ou pas bon élève? Parce que le président nous autoflagelle. Franchement, je sais pas comment dire. D'abord, qui suis-je, moi, qui ne maîtrise pas absolument ce sujet, pour dire que la France est bon élève? Si j'écoute les spécialistes, me semble-t-il, la majorité d'entre eux disent que la France pourrait mieux faire. Mais en même temps, j'apprends que la France est très peu responsable des désastres écologiques dans le monde. Et je me dis que peut-être le rapport parole du président et résultat n'est pas si mauvais que cela. Et j'ai entendu le président qui disait, au fond, l'insécurité est moins importante que les problèmes écologiques. C'est ça qui met mal à l'aise. C'est peut-être ça, justement, qui explique le relatif désintérêt des Français pour cette cause, parce que l'insécurité, elle les accable immédiatement. L'écologie, même quand on n'a pas mon ignorance, on considère que c'est un problème que les générations futures subiront. Alors, votre point de vue est celui un peu des auditeurs de Sud Radio qui disent oui, la France est exemplaire sur la question écologique à 48%. Ça veut dire non à 52%. Mais enfin, on est dans une espèce de moyenne. Jean-Marc Governatori, alors vous allez, attendez, attention à ce que vous dites, parce que Françoise Degois et Samuel Botton vont vous capter sur vos propos. Vous nous dites que la France n'est pas bon élève, c'était ça l'idée ? Ah, j'adore. Moi, je ne parle que de faits, Monsieur Brendel. Donc, soit on vit dans le monde réel, soit on vit dans le monde parallèle. Bravo. Donc, bravo. Alors, réellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, le fait est que dans le monde réel, environnement sain égale santé. Le fait est que la première conférence internationale sur l'environnement, c'était il y a 110 ans en Suisse. Et qu'au terme de dizaines et de dizaines de conférences sur l'environnement, le fait est que les glaciers mondiaux fondent, au moins en partie à cause de l'activité humaine. Et si on s'en tient à notre pays, qui est quand même encore aujourd'hui la 7e puissance économique mondiale, a priori on devrait être cultivé, évolué, on devrait faire les bonnes choses, on ne recycle même pas la moitié de ce que nous produisons, de ce que nous consommons. Vous buvez de l'eau en bouteille, en plastique, il y a des problèmes de potabilité. Vous buvez l'eau du robinet, il y a des problèmes de potabilité. Vous respirez, ça tue 50 000 personnes par an et ça en rend malade 500 000. Les terres fertiles ont des gros problèmes parce que de plus en plus, il faut les vitaminer avec des pesticides pour que ça continue à produire au moins autant qu'avant. Donc, on est vraiment à côté de la plaque. Et une des raisons qui fait que nous avons un tel problème financier dans notre pays, c'est le coût de la maladie. Et j'ai démontré dans mes ouvrages que par l'éducation à la santé, d'une part, et par la réduction des pollutions, d'autre part, il y aurait beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de malades, et par conséquent, on ferait beaucoup d'économies financières. Alors, vu comme ça, Jean-Marc Governatori, c'est clair, on n'est pas très bon. Françoise Degois. Bien sûr, il a raison. Il a raison, mais on n'est pas dans les plus mauvais. Non, mais ça, moi, je me demande qu'on ne soit pas dans les plus mauvais. On devrait être moteur. C'est nous qui avons signé la COP21. Et nous ne le sommes pas. Mais bien sûr que nous ne le sommes pas. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours en 2022. Le second quinquennat sera écologique ou pas? Il ne l'a jamais été. C'est du greenwashing. Nous continuons à polluer. Nous continuons, on réintroduit maintenant des néonicotinoïdes. On se fout complètement des abeilles. Parce que moi, je veux bien. Vous savez, en 2014, quand j'étais au ministère de l'Agriculture, tout le monde s'est foutu de nous, de Stéphane Le Foll, parce qu'on allait à Bruxelles pour plaider pour les abeilles. Personne n'avait capté. Maintenant, je pense que c'est conscientisé. Il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de vie. Oui, l'écosystème. Non, sans les abeilles, sans la pollinisation, il n'y a pas de vie humaine. Ouais, voilà. Maintenant, Emmanuel Macron parle des océans. Il a tout à fait raison de le dire. Vous vous rendez pas compte de ce que nous faisons subir. C'est pas simplement les Néerlandais ou les Japonais. Nous pratiquons aussi la pêche intensive. Nous avons aussi des grandes compagnies pétrolières qui continuent de forer au large. Donc, vous comprenez bien que moi, je comprends quand Emmanuel Macron dit l'écologie, c'est plus puissant que l'insécurité. Il a raison. Oui, mais enfin, c'est bête d'opposer les deux. Non, mais c'est pas un problème d'opposer les deux ou pas opposer les deux. La question est qu'à un moment donné, je vous assure, nous ne maîtriserons plus rien. Ok, l'insécurité, c'est un vrai sujet, mais l'écologie, c'est notre vie. Vous allez voir quand vont se poser les problèmes d'alimentation, quand vont se poser les problèmes qui se posent déjà de guerre de l'eau. Vous allez voir où ça va passer les préoccupations de PIB et de ce que vous voulez quand les questions de survie humaine vont se poser, et ça n'est pas dans si longtemps. Bon, quand je dis c'est bête, c'est plutôt dommage le mot précisément. Non, mais c'est dommage d'opposer l'insécurité et le climat, Samuel Botton. Enfin, sur les propos d'Emmanuel Macron. On va dire que c'est une maladresse de parole. Après, sur la question de la France et de l'écologie,
On est un élève moyen qui travaille dur mais qui n'a pas les résultats escomptés. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des classements, on a une moyenne d'une 12e place. Ceux qui mènent la danse et vers qui il faut regarder, malgré leur spécificité, c'est aujourd'hui les pays du nord de l'Europe. Et puis finalement, alors Françoise parlait de la COP 21. La COP 21, c'est peut-être la dernière COP qui a eu du sens. Si vous regardez où se sont tenus les autres dans des pays, la suivante. À Marrakech, et mais il a fait des efforts. Il y a eu des efforts de fait parce que l'Afrique. Et en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, la dernière. Des pays où l'écologie n'est pas forcément une préoccupation première. Ça m'alerte. Après, il y a la question de comment est-ce qu'on devient un pays plus écologique. Vous regardez ce qui se passe en Europe ou dans le monde, mais on va essayer de regarder des pays qui nous ressemblent, comme l'Allemagne par exemple, qui est 7e du classement que j'évoquais tout à l'heure. C'est de l'éducation. Éduquer et faire de la pédagogie aux populations pour leur faire comprendre que c'est important. C'est une chose dont on manque en France. De l'innovation. C'est des sujets qu'on commence à prendre à bras-le-corps. On a un vrai vivier de start-up, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. De la protection et forcément derrière essayer d'initier une vraie politique. Mais quand vous êtes face à un système qui est sclérosé depuis quelques années, voire quelques mois, qu'il n'y a aucune continuité politique sur la question de l'écologie, il est toujours très dur de faire émerger et d'avoir des résultats sur ces questions. Comment voulez-vous faire avancer les choses avec l'écologie punitive? Ce que vous fustigez d'ailleurs, vous, Jean-Marc Governatori, c'est pour ça que vous vous dites écologiste au centre. Qu'est-ce que les Français doivent se reprocher? Parce que c'est bien beau de reprocher aux Français à chaque fois, il est gentil en ce sens, notre président de la République, mais la faute à qui, Jean-Marc Governatori? Mais le fait est que les gouvernements ne prennent pas les bonnes décisions et qu'à vouloir absolument être dans un système économique qui est axé sur la performance absolue dans tous les domaines, c'est incompatible avec les ressources finies de la planète. Donc à un moment donné, il faut se dire la vérité. Nous sommes sur une planète où l'acier est en quantité limitée, où les terres rares, par définition, sont en quantité limitée, que tout est en quantité limitée. Donc, mépriser à ce point, par exemple, l'économie circulaire qui fait qu'on répare tout, on recycle tout et on réemploie, ce qui, d'une part, crée du lien social, d'autre part, qui a du pouvoir d'achat et forcément réduit les pollutions parce qu'on utilise moins de matières premières et on fait du déchet une matière première. Que l'économie circulaire soit méprisée à ce point dans la 7e puissance mondiale, ça me pose un gros problème. Il devrait y avoir des ressourceries et des recycleries dans tous les quartiers de France, monsieur Brendel. Bon, alors 0826 300 300. Avant Philippe Bilger, Baptiste au téléphone. Baptiste, notre auditeur fil rouge depuis Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Français, mauvais élèves? Vous vous sentez mauvais élève, vous, Baptiste? Alors non, moi je me sens pas mauvais élève à titre personnel. En revanche, oui, notre classe politique est complètement à la rue. Voilà. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est encore une fois la foire au renoncement et c'est la foire aux mauvaises décisions. C'est-à-dire que venir aujourd'hui se targuer de pas avoir de leçons d'écologie à recevoir de qui que ce soit, quand on a réintroduit le glyphosate, quand on a subventionné, perfusé l'avion aux dépens du train et la bagnole aux dépens du vélo, quand on a réintroduit les néonicotinoïdes, Françoise en parlait tout à l'heure, c'est évidemment catastrophique. Il y a aujourd'hui en France, pour faire écho à ce que disait Jean-Marc Governatori, il y a une épidémie de cancer en France depuis une quinzaine d'années. Tous les spécialistes et tous les médecins le disent, et ils sont tous à peu près d'accord pour dire que les néonicotinoïdes et les pesticides sont certainement la principale raison de l'explosion de certains cancers, notamment le cancer du pancréas. Le caractère cancérogène, effectivement. Ouais, exactement. Et donc, venir aujourd'hui dire j'ai pas de leçon d'écologie, ce qui revient à dire j'ai pas de leçon de santé à recevoir de qui que ce soit, c'est à l'image de Macron, c'est à côté de la plaque, c'est complètement à côté de la plaque. Bon, Baptiste, vous restez avec nous, Philippe Bilger. Jean-Marc, finalement, non pas que je veuille faire de mon ignorance un cas général, mais je me demande pourquoi les Français ne sont pas aussi passionnés que vous l'êtes par la cause écologique. Est-ce que, comme disait Keynes, à la longue, on sera tous morts et ça nous intéresse pas aujourd'hui, ou est-ce que ça n'est pas paradoxalement le caractère qui, pour moi, paraît très limité de l'écologie sans être capable d'influencer toutes les couches de l'action publique? Jean-Marc Governatori. Quelque part, le politique, il devrait montrer la voie, il devrait accompagner, il devrait stimuler, mais il est clair que le politique, il préfère la démagogie à la pédagogie. C'est ça le problème de fond. Et il y a effectivement, comme le disait le monsieur tout à l'heure, il y a vraiment un problème fondamental d'éducation, éducation à l'environnement, éducation au numérique, éducation au savoir-être, éducation à la santé, c'est la base de tout. Et c'est clair que si vous compilez des millions de bonnes décisions individuelles
comme par exemple tout simplement réduire sa consommation de viande. Je ne dis pas que tout le monde soit végétarien comme moi, mais si par exemple nous décidions de simplement réduire notre consommation de viande rouge, qui est particulièrement problématique pour le climat, éventuellement pour la santé, et votre médecin vous le confirmera, eh bien ce sont des petits actes qui font de grandes différences à la fin, parce qu'on est quand même 68 millions en France. Autre intervention, Françoise Degois. D'abord, l'écologie ne fait pas partie des petites préoccupations des Français. Elle arrive toujours à égalité avec sécurité et immigration. Oui, je vous signale, dans tous les sondages, en premier, vous avez toujours le pouvoir d'achat et très, très vite arrive la question écologique parce que c'est une question atavique. C'est pour ça que c'est pas bien de l'avoir opposé à la crainte des Français de l'insécurité. Je suis d'accord avec Jean-Marc Governatori quand il parle des petits gestes, parce qu'il y en a de plus en plus de petits gestes, notamment économiser l'eau quand on se brosse les dents, etc., etc. Mais moi, je suis plus sévère que lui. Je pense qu'à un moment donné, ça doit passer par une forme de coercition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais très bien que tout le monde grimpe au rideau, touchez pas à ma bagnole, les éoliennes sont horribles. Enfin, vous avez toute la panoplie, vous savez, toute la panoplie. Les gens pensent toujours de la même manière. Oui, mais on n'est pas obligé de punir, on peut optimiser. Mais moi, ces histoires d'écologie, punitive ou pas, je pense que c'est complètement dépassé. Je pense que la situation est tellement grave, elle est tellement urgentissime. Je pense, il parlait de la fonte des glaciers, vous vous rendez pas compte de ce que ça représente en réalité. Moi, je suis allé les voir. On a vu en Suisse récemment. Moi, je suis allé les voir, même au Groenland, etc. C'est effrayant, en fait. Donc, la situation est tellement urgente, je serais assez d'avis d'avoir des mesures coercitives sur des petits points précis. Je ne sais pas ce qu'on pense, Samuel Botton. L'avis de Samuel Botton. Je veux juste remettre un point qu'on a très peu évoqué sur ce débat, c'est que tout ça, c'est aussi des questions qui se règlent d'un point de vue européen. Sur différentes initiatives, il y a par exemple le remplacement des véhicules flotte thermique par de l'électrique qui fait partie de ces mesures. Sur la question de l'agriculture, c'est une question qui est partie de la France, mais qui a remonté jusqu'à échelle européenne il y a quelques mois, jusqu'à la Commission, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça, après, nous sommes la France, mais on a une politique commune à mener sur une zone sur laquelle on est censé être un moteur, l'Europe. Et, donc, et on peut même peut-être aller plus loin, c'est-à-dire on doit travailler à l'échelle de la planète, d'où le sommet de l'océan. Ça sera l'objet de l'info en plus d'Albin Texera à 18h10. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Marc ? Et justement, la conclusion là-dessus sur les mesures coercitives. À vous, Jean-Marc, pour conclure, vous avez été amené par Françoise Degois sur le sujet. Je voulais préciser que je fais partie de ces écologistes qui sont très dubitatifs sur l'aspect écologique de la voiture électrique. Parce qu'une voiture électrique, c'est une batterie électrique, par conséquent, c'est du manganèse, du nickel et du lithium, qu'il faut extraire. Ça pollue les gens qui extraient, ça pollue l'air et l'eau de là où c'est. Donc il valait mieux imaginer une carburation de 3e génération et conserver les véhicules thermiques, mais avec une carburation non polluante, issue de la biomasse ou d'algues. Mais le fait est qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. Par exemple, 75% des Français roulent seuls en voiture. Donc si vous développez ce qui s'appelle les systèmes d'échange locaux, qui sont des processus par lesquels les habitants d'un quartier concerné ou d'un immeuble échangent leur temps, leurs biens, leurs compétences. On s'est aperçu qu'il y en a 900 en France. On s'est aperçu que cet élément-là, ça s'appelle le SEL, système d'échange local, développe beaucoup le covoiturage. Là, vous réduisez les bouchons, vous réduisez les pollutions, et de fait, vous augmentez le pouvoir d'achat. Ça fait beaucoup d'idées. Ça fait beaucoup d'idées. Il faut se faire évoluer pour aller vers ce qu'il faut aller. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au Centre conférencier à l'ONU et auteur de plusieurs bouquins sur le thème de l'écologie. On en a parlé. Les auditeurs ont un peu fait évoluer la tendance. La France est-elle exemplaire sur la question écologique? Non à 51%, oui à 49%. Vous voyez, c'est très serré. Bon, après ce débat passionnant, nous gardons Baptiste, notre auditeur fil rouge. Il va jouer avec les 3 vraies voix dans un instant. Musique, ça va faire du bien. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Et c'est toujours un bonheur de vous retrouver quand c'est férié. On est là ensemble, les vraies voix. Rappelons-le, Philippe Bilger, Françoise Degois et Samuel Botton. Et celui que vous entendez, parce que le micro est resté ouvert. Ben oui, c'est Baptiste de Boulogne-Billancourt. Baptiste, c'est à vous. On a entendu je sais pas, une personne avec vous. Vous ne vous faites pas aider, vous allez jouer au grand quiz. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Votre mission, Baptiste, est déjà de choisir celui avec qui vous allez faire équipe. C'est soit Philippe Bilger, soit Françoise Degois, soit Samuel Botton. Avec qui jouez-vous? J'ai gagné le dernier.
Mais j'ai vraiment joué avec quelqu'un de très très bon, raison pour laquelle je ne vais pas choisir Philippe Bilger, donc je pense que je vais choisir Françoise. Ah, vous avez raison. Alors en fait, c'est vous me paraissez bien à gauche, dans une complicité intellectuelle absolue. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la double peine. Il y a une mauvaise prononciation du nom et je ne vous prends pas. C'est Bilger, précis. Oui, mais bon, on vous fait jouer. Je pardonne tout à Baptiste. À l'égard des gens brillant, je suis indulgent. Évidemment, je n'attends rien de. Oui, moi, on n'attend rien de toi non plus. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Donc Samuel et Philippe pour l'équipe VV contre l'équipe auditeur Françoise et Samuel, Baptiste. hein. C'est à justement cette équipe auditeur Françoise et Baptiste de répondre. Les premiers sont toujours très faciles. Toujours les derniers ou quoi? Les premiers extraits sont toujours très faciles. Le thème, c'est un lundi pas comme les autres. On se détend. Qui chante ça, Françoise et Baptiste? François, ça va. Non, c'est pas possible. Chaque fois, c'est pareil. C'est beau, hein. Quand on est derrière les rideaux. Caro. Quand on travaille, que le ciel est beau. Voilà. Patrick Juvet. Qui a écrit les paroles. C'est lui qui a écrit les paroles. Voilà. Alors maintenant, c'est à Samuel et Philippe. Une autre facile. Attention, tout à l'heure, ça ne sera pas facile. Philippe et Samuel, qui chantent ça? Facile. Allez, je sais. Moi, je peux dire. Non, pas tout de suite. C'est le gars là. Non. Alors, Bob Marley. Bob Marley, oui. Philippe Bilger qui répond Bob Marley. C'était ce soir dans les vrais voix de Sud. Était déjà beaucoup plus difficile que lundi au soleil. Mais ça va Bob pas. Marley. Mais Could You Be Loved, tout le monde connaît Bob Marley. Et le Rasta, comment t'as dit? Toi, t'as dit quoi en premier? Je vais dire Pierre-Paul Jacques parce que le Rasta m'a mis sur la mauvaise. Oh non, pas ça. Bon, alors écoutez bien. Baptiste, vous êtes prêts? On s'accroche. Baptiste, c'est à vous de répondre avec Françoise. Attention, c'est plus difficile. C'est parti. Comment ça va sur ma planète. Baptiste, une idée? Eh oui. C'est comment? Amir? Non. Non, c'est celui qui chante. Comment il s'appelle? Je me souviens jamais de son nom. Vous l'avez pas. Est-ce que l'équipe en face peut prendre le point? Samuel et Philippe? Je connais pas. Mais si je le connais pas, vous voyez que tout n'est pas facile dans ce jeu. Eh bien, c'est Claudio Capéo. Ah oui, c'est vrai que j'écoute rarement. Mio Refugio, c'est bien mieux. Baptiste, vous avez laissé passer votre tour. Richard Cochiante alors, bien sûr. Mio Refugio. François, je sais que ce jeu vous plaît, mais il faut continuer. Attention, c'est à Samuel et Philippe de répondre. Là aussi, c'est difficile. C'est parti. On voudrait tous être quelqu'un d'autre. Juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent. Samuel, vous ne l'avez pas. Philippe, vous ne l'avez pas. Baptiste et Françoise, est-ce que vous l'avez? Zaz. Non, c'est pas Zaz. Baptiste, vous ne l'aviez pas? Zig. C'est la grande Sophie. On reste à un partout. Parce attention. qu'on adore du courage de la grande Sophie. Le reste, on connaît pas. Redevient. Celle-là, c'est sa plus connue. Quelqu'un d'autre. Ah non, du courage. Ça, c'est la grande Sophie. Alors écoutez bien. Vous êtes un peu tordu quand même. Hein. Toujours. Ouais. Ça redevient un petit peu plus simple. Et c'est donc à Françoise et à Baptiste de répondre. Qui chante ça? Il y a de la rumba. Oh bah Souchon, allez c'est bon. Voilà. Souchon, vous l'aviez aussi, Baptiste, ça fait donc 2 points. Autre extrait facile, assez simple, Samuel et Philippe qui chantent ça. J'aime balance. C'est facile. C'est facile, allez. Oui, mais je l'ai. Ne leur mettez pas la pression. Samuel, alors, Philippe. Alors, c'est enfin on a droit de dire. On a droit de dire. Philippe, pas vous. Attention, c'est le point de la victoire, Françoise. Barbara. Oui. Et quel texte, Françoise? Moi, je m'en balance. C'est magnifique. Tout est sublime de Barbara. C'est magnifique. De A jusqu'à Z, il n'y a pas un texte qui n'est pas beau. Alors écoutez, ça fait 3-1. Mathématiquement, vous avez gagné, mais spécialement la chanson bonus pour Baptiste. Que Baptiste? Baptiste qui chante ça. Je t'aide. C'est facile. Alors Baptiste, c'est Lio. Mais c'est une grande et belle victoire de Baptiste et de Françoise Debois qui avaient donc bien choisi dans un instant les infos. On a bien bossé. Merci il faut Baptiste. faire ça en 2027, Baptiste. Allez, à tout de suite, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel.
En ce jour férié, ensoleillé donc de Pentecôte, vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir d'être avec vous et de partager cela avec un trio de choc. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste, Samuel Botton, expert en communication. Ils sont avec nous et ils vont réagir notamment à ce que vous dites, vous les auditeurs. Nous fonçons au 0826 300 300. Bonjour les vraies voix Sud Radio. Bonjour Xavier, tous les deux on a eu le même réflexe, on a eu envie de se dire bonjour, mais il y avait le petit jingle. Bon, vous nous appelez de Floirac, vous confirmez qu'il fait beau aujourd'hui? Ah, il fait un temps magnifique, on a profité du soleil avec les enfants, là on est content. Ça fait plaisir, l'été arrive, c'est chantant, c'est gai, ça fait du bien. Ah, voilà le bonheur. Bon, moi j'ai préparé l'émission, du coup je l'ai pas vu. En revanche, hier je suis allé faire la sortie de vélo, j'ai pris des rafales de 40 km/h. Bon, voilà. Bon, alors ça dépend si on les a de face ou dans le dos. Hein, le problème c'est que je fais un grand circuit et que ça tourne, ça tourne. Bon alors, Xavier, vous vouliez nous parler, alors ça c'est très intéressant, du vote de la taxe Zuckman. Rappelez-nous de quoi il s'agit et pourquoi vous voulez y revenir. Ben, je doute pas déjà que ça va retenir l'attention de nos vraies voix, Françoise Degois et Philippe Bilger. Je pense que... Et Samuel Botton aussi, je vous confirme. Samuel Botton, que je connais un peu moins, mais que j'apprécie aussi, bien sûr. En fait, la taxe Zuckman, ben, c'est un élément législatif qui a été adopté par l'Assemblée nationale au mois de février, qui va être voté, là, normalement, le 12 juin au Sénat. Enfin, j'espère que ça va être adopté par le Sénat. Et en gros, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est d'essayer de remettre un peu d'équilibre dans notre système fiscal, parce qu'on s'est aperçu, enfin, les économistes, les gens qui bossent le sujet, se sont aperçus que quoi? Il y a les 0,1% de la population dans le monde, hein, en France particulièrement, mais dans le monde en général, sont moins taxés que moi-même, Madame Durand, Madame Michou ou vous. Vous voyez, en fait, ils payent moins d'impôts sur le revenu proportionnellement à leurs revenus que nous. Pourquoi ils payent moins d'impôts que les autres proportionnellement? Parce que simplement, ils bénéficient de tous les systèmes d'optimisation fiscale, avec les holdings personnels, la défiscalisation à outrance, etc. Et c'est une injustice. Et à l'heure actuelle, je crois que la France a besoin d'argent. Ce serait bien d'aller chercher l'argent là où il est, et notamment dans les poches de ces multimilliardaires. Et donc vous êtes pour... Ouais, alors, on rappelle, hein, Xavier, la taxe Zuckman propose d'instaurer un impôt minimum de 2% sur les personnes détenant un patrimoine d'au moins 100 millions d'euros. Donc vous dites pour. C'est 1800 foyers fiscaux, donc c'est que dalle. C'est 1800 foyers fiscaux, donc c'est vraiment une toute petite part de la population. On peut pas effrayer les gens en disant « Ah, les impôts vont augmenter, aïe aïe aïe, haro sur les impôts ». Non, là ça touche une fraction infime de la population française qui ne contribue pas correctement, de manière juste et proportionnelle. D'ailleurs, c'est dans notre Constitution, enfin dans notre bloc de constitutionnalité, je crois que c'est l'article 13, j'ai été vérifié tout à l'heure, qui dit que normalement les Français doivent contribuer proportionnellement à leurs facultés, donc proportionnellement à leurs revenus. Xavier, votre choix était de mettre l'accent sur cette taxe Zuckman, mais aussi de solliciter les vraies voix. Les voici, Philippe Bilger. Si ça concerne les autres, je suis pour, mais évidemment. Non, mais plus sérieusement, j'ai entendu, et ça ne me paraît pas scandaleux en soi, j'ai entendu hier Éric Coquerel dire qu'il en souhaitait une autre en plus à la taxe Zuckman. Et pourquoi pas, après tout? Ça fait pas fuir les riches? C'est l'argument, c'est le contre-argument. Non, mais ils utiliseront ça comme argument, mais à la longue, ils s'usent, tout de même. Oui, bien sûr. Moi, je pense que, bien sûr, que cette taxe Zuckman, j'espère que elle sera votée au Sénat. Je n'en suis pas du tout certaine. Hein, mais après, on fera une commission mixte paritaire, on verra bien. Mais évidemment qu'elle est salvatrice. Vous savez, l'ISF, Emmanuel Macron est entêté, ne veut pas revenir dessus. Il est d'ailleurs opposé à la taxe Zuckman. Hein, il l'avait dit lors de son intervention. Moi, je pense que c'est la justice. Et puis, vous savez, il y a aussi une conscientisation. Il y a les milliardaires du CAC 40, encore très arrogants, etc. Et puis, vous avez à côté de ça, aux États-Unis, un type qui s'appelle Bill Gates, qui vient de déclarer la semaine dernière « Je refuse de mourir riche ». Voilà. Et les 200 milliards d'euros que j'ai, une fois qu'il a mis quand même ses enfants à l'abri, mais pas de façon, comment dirais-je, trop énorme, trop puissante, eh bien, il veut donner tout ça pour le développement de l'Afrique. Moi, j'entends, il y a Warren Buffett qui est là-dessus. Vous avez un mouvement beaucoup plus large aussi de millionnaires et qui dit
disent on ne peut pas continuer comme ça, on peut partager. Ouais. On peut partager. C'est peut-être même la question centrale du vivre ensemble. On parlait de l'écologie, finalement tout est lié. Il faut partager. Il faut partager. Une fois que vous avez acheté une île dans les Seychelles, une fois que vous avez acheté 3 yachts, une fois que vous avez acheté 3 jets privés, moi je ne suis pas là pour être la comptable des désirs des êtres humains, mais il y a un moment donné, si vous voulez, vous pouvez considérer que tout ce que vous l'avez aussi grâce au travail, à la grandeur d'un pays et grâce au travail qu'on fournit des gens pour vous, donc il faut rendre un peu plus. Alors attendez Xavier, juste parce que le pauvre Samuel, il n'a pas encore parlé, et c'est vous qui évidemment conclurez, Xavier, évidemment c'est votre sujet. Alors c'est un impôt sur les grandes fortunes déguisé, la taxe Zuckman, Samuel? Non, parce qu'on reste sur une mesure minimale et qui normalement ne devrait pas poser de problème ou de soulèvement extraordinaire. Après, tout en étant, comme Françoise, social-démocrate, je vais me faire l'avocat du diable. Je considère qu'à partir du moment où un entrepreneur, un chef d'entreprise a payé tout ce qu'il devait à son pays et ses impôts, si derrière il a envie de s'acheter 10 Ferrari, 10 yachts, 10 îles aux Seychelles, c'est son problème, ça le regarde. Il peut aussi redistribuer l'argent à ceux qui l'ont aidé à obtenir les profits. C'est ça aussi le problème. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est aussi qu'est-ce que ça implique l'entrepreneuriat et la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui se rendre compte que pour tous ces gens-là, c'est énormément de salaires et d'emplois qui sont à sortir et à préserver. Au cas où il se passerait des choses, c'est essayer de faire rayonner la France autant que possible sur les problématiques qui incombent à ces entreprises, mais derrière essayer d'imposer une sursollicitation financière à des entreprises, à des entrepreneurs, et selon les typologies, une de plus, ça mènera à rien. Je préfère qu'on revienne sur l'impôt sur la fortune qui, lui, avait du sens à certains égards, plutôt que de démultiplier les mesures. Plus pour ça, pour Samuel. Juste sur ce que disait Philippe, quand il disait Éric Coquerel, on voudrait une autre. Et bien sûr, et une troisième, et une quatrième, jusqu'à ce qu'on tende à... Jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire. Xavier, vous concluez, vous avez vu, ça a passionné nos vraies voix, on vous écoute pour la conclusion, vous vouliez rajouter quelque chose? En tout cas, je suis très agréablement, pas surpris, mais je suis content de constater que finalement, sur le plateau, il y a plusieurs points de vue qui s'expriment et qui font consensus. En fait, on est tous d'accord, de la droite jusqu'à la gauche, on est tous d'accord pour faire ça. Donc normalement, le Sénat devrait adopter cette mesure. Et puis, moi, je pense que elle ne va pas assez loin, cette mesure, ce dispositif fiscal. Je pense que ça va pas assez loin parce que, premièrement, on donne trop de pouvoir là, à des multimilliardaires. Là, on compte, c'est des centaines de milliards. Ces hommes-là deviennent surpuissants et se prennent pour Dieu. On l'a vu avec Musk, on le voit avec Bernard Arnault. On le voit et ça peut se retourner. On a les moyens de faire vaciller des États, d'influencer les politiques publiques. Et donc, la démocratie est finalement mise à mal par ces fortunes gigantesques. C'est une belle réflexion. C'est une belle réflexion. On est dans de la philosophie aussi. On peut pas le dire de Bernard Arnault, ça. Bien sûr que si, bien sûr que si. Bon, et alors 10 secondes Xavier, 10 secondes vraiment pour conclure, allez-y. Pour conclure, je dirais juste un truc, c'est que on parle beaucoup de complicité pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec les émeutes suite à la victoire du PSG. On voit que M. Retailleau, M. Darmanin s'agitent là en coulisses, même publiquement, pour dire oui, il faut que dès que quelqu'un était devant la vitrine, dans la rue, il a rien à faire là, donc il est complice, donc il faut le sanctionner. Et ben moi, vous voyez, j'adopterais le même raisonnement, mais pour ceux qui aident tous ces milliardaires et toutes ces entreprises à ne pas payer leur juste part d'impôts, c'est-à-dire les comptables, les fiscalistes et les banquiers. Et qui soient eux-mêmes condamnés avec les... C'était le petit clin d'œil un tant soit peu provocateur de Xavier de Florac. Merci Xavier, c'était un bon moment. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Tout de suite on joue, c'est la fête des pères. Et oui, puisqu'à l'occasion de la fête des pères, j'en bafouille parce que étant papa, j'attends. Moi, j'ai demandé des cadeaux. Enfin, on verra ce que ça. Voilà quoi. À l'occasion de la fête des pères cette semaine et tout au long de la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Levent à la française.com. C'est une manière élégante et émotionnelle de célébrer les papas. Alors, pour cela, c'est très simple. Vous nous appelez pour ce cadeau au 0826 300 300. Vous n'êtes pas obligé d'être papa, vous l'avez bien compris. Vous êtes enfant ou vous êtes maman et vous voulez faire le cadeau pour les enfants. Vous appelez au 0826 300 300. Zach est au standard. Le 9e appel à gagner le bracelet. C'est parti, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel.
Et nous passons une bonne soirée, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nos 3 vraies voix, Philippe Bilger, Françoise de Gois, Samuel Botton sont remontés comme jamais. Ils ne font pas le pont, ils montent la pente et la côte. Voilà, c'est le jeu de mots de ma vie. Vous êtes complètement raffariné au dernier degré. Oui, c'est ça. La pente est raide, mais la courbe est longue, je me souviens plus. Des raffarinades. Non, vous ne souvenez pas The Need, the Yes, the Yes, for the No, vous en souvenez pas? Moi j'étais avec lui en Inde ce jour-là. Quand il dit le oui a besoin du non pour gagner, c'était dingue. Bon, alors les vraies voix, et vous les auditeurs de Sud Radio, c'est très important. Je suis sûr que ça leur parle à nos auditeurs, Raffarin. Vous vous souvenez de Jean-Pierre Raffarin? Bien sûr, le Premier ministre, évidemment. Voilà. Le Poids-de-Vin. Ah oui, assez particulier d'ailleurs. Bon, alors, il n'y a pas la mer dans le Poitou, évidemment. Non. En revanche, là, il y a un très très grand sommet des océans et c'est l'objet de l'info en plus d'Albin Texera. Les vraies voix Sud Radio. On en a parlé tout à l'heure. Allons-y, cher Albin Texera, avec donc l'info en plus que vous nous développez. Elle concerne la 3e conférence de l'ONU sur les océans qui s'est ouverte aujourd'hui à Nice. Oui, ce sont plus de 60 dirigeants mondiaux, dont des représentants du Pacifique et d'Amérique latine, qui se retrouvent cette semaine dans le sud de la France. Ce sommet débute dans un contexte alarmant. Les océans sont soumis à une pollution grandissante et à des températures records. C'est véritablement un contexte d'ébullition, on nous fait part. Emmanuel Macron a lancé même un appel à la mobilisation, rappelant que les abysses, tout comme le Groenland ou l'Antarctique, ne sont pas à vendre. Il a aussi annoncé que le traité sur la haute mer, signé en 2023, sera bientôt ratifié par suffisamment de pays pour entrer en vigueur. Une étape majeure pour empêcher que nos océans ne deviennent un Far West de l'exploitation minière, a-t-il dit. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christophe Madrol. Une grande connaissance des vrais voix. L'unique, le seul, l'unique. Donc, conseiller régional écologiste, Union des centristes et des écologistes et président de la commission de la mer. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, bonjour Françoise, bonjour. Salut Christophe. Salut Christophe. Allez, on vous laisse avec Albin pour l'instant, mais on va aller vous chercher. François, vous avez bien des boules. Je vais piquer. Des blagues de garçons de bain. Mais écoutez, c'est des blagues de garçons de bain. Philippe David n'étant pas là, je me substitue, c'est comme ça. J'avais tenté, moi, juste avant, donc on est dans la lignée. Ça va. On est dans la... Cher Albin, allez-y. Oui, alors, Christophe Madrol, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'importance de ce sommet qui a débuté aujourd'hui à Nice? Oui, bien évidemment, c'est une belle réussite. Ça va nous rappeler des souvenirs à Françoise et moi qui avons été les chevilles ouvrières des accords de Paris. Bien Françoise. Sûr. Et on se retrouve, je me suis retrouvé ce matin dans le même contexte. Donc l'inauguration par le président Macron, Christian Estrosi et Renaud Muselier. Et plus de 143 pays représentés. C'est magnifique quand même, franchement. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais. En plus, il y a eu vraiment une émulsion de... Je viens de faire un side event, comme on dit, une rencontre avec nos amis de Polynésie française qui ont des grandes difficultés liées aux problèmes de pollution plastique, liées à la montée des eaux. Et il y a une volonté commune de pouvoir trouver des solutions et enfin ratifier les accords pour les océans et la mer. Et on se retrouve avec beaucoup d'excitation, je ne vous cache pas, parce qu'on a connu ce qui s'est passé lors des accords de Paris. Et on se retrouve un peu dans la même situation. Tous les pays sont représentés. Il y a des réunions tout azimut. Il y a la zone verte qui rassemble les citoyens lambda avec les associations. ONG, Ça peut donner quoi? Ça peut accoucher de quoi, Christophe Madrol? Des accords importants sur la question de la pollution plastique dans les océans, la question de la pêche fondamentale, la question de traitement des eaux usées, des eaux grises, la question de la recherche pétrolifère en mer, la question de la protection du trait de côte, la protection de la posidonie en Méditerranée. Tous ces sujets, il y a nécessité de pouvoir trouver des accords multilatéraux avec l'ensemble des pays méditerranéens et l'ensemble des pays du monde. Je voudrais que tout le monde réalise bien, pour les accords de Paris, nous avons fait ensemble, Christophe et moi dans l'équipe de Ségolène Royal et Fabius, et lui avec toutes les ONG et avec le cabinet aussi. Et je peux vous dire que c'est jour et nuit que les juristes, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est jour et nuit que les juristes travaillent sur les virgules, les points, etc. On peut se moquer, et parce que des accords
internationaux, par définition, doivent être traduisibles dans les législations de tous les pays. Et c'est très puissant. On se rend pas compte de ce que ça signifie. On s'imagine qu'on tape un marteau comme ça, tout le monde est d'accord, on signe. Non, c'est un vrai travail de transposition législative. Et moi, je salue déjà ce travail. Je sais qu'il est de bon ton de moquer ce type de conférence, mais si ces conférences n'existaient pas, vous imaginez pas à quel point les dérégulateurs gagneraient. Albin, reprenez le micro. Rapidement, donc il y a plus de 140 pays, vous l'avez dit, qui sont représentés. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont représentés ou pas du tout ? Alors, le gouvernement américain aujourd'hui n'est pas là officiellement, mais il y a des dizaines d'ONG américaines qui sont présents. Ce matin, j'étais avec le président Lula. On a rencontré des ONG américaines, pas les moindres, des grosses ONG américaines. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une grosse puissance des ONG qui sont là et qui font pression également sur le gouvernement américain pour ratifier les accords. Et je sais, pour avoir rencontré des officiels américains qui parlaient en off, ils nous disaient que la pression va être forte sur le gouvernement américain, comme sur les autres gouvernements, le gouvernement chinois, le gouvernement indien, pour porter ces accords au niveau international. Et Françoise a raison de dire, je me suis couché ce matin à 4 heures du matin pour me réveiller à 7 heures parce que nous étions en négociation internationale avec l'ensemble des partenaires européens pour porter un discours enfin européen sur la protection des mers et des océans. Et les Chinois et les Indiens et les grandes puissances, on va dire, en termes de population, ils jouent le jeu ? Ah ben la Chine de plus en plus, ils sont obligés, c'est une question de vie de mort. Donc, De plus en plus. Tout le monde prend conscience aujourd'hui de l'importance des mers et des océans. L'océan, c'est pas le Far West où tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Il y a un enjeu énorme sur les populations. Pas simplement sur la question de la biodiversité, c'est la question aussi du tourisme durable. J'ai eu à midi un repas avec le yachting international, c'est quand même des milliards au niveau économique sur le nautisme et sur le yachting. Donc il y a ce qu'on appelle des clusters, des regroupements d'intérêts économiques, ce qu'on appelle l'économie bleue, qui aujourd'hui, phosphore, réfléchissent à trouver des solutions pour la protection des océans et des mers, qui est un enjeu fondamental. Nous, à Marseille, nous, à Nice, avec la Méditerranée, qui est un hotspot de toutes les difficultés. Mais comme je vous disais, j'ai vu nos amis de Polynésie, j'ai vu nos amis d'Espagne, d'Italie, j'ai eu un side event avec la Polynésie et les petites îles du monde entier, avec un réseau qui s'appelle Smilo, où la question de la montée des eaux, la question du trait de côte, la question de la pollution plastique, la question de la pêche est au cœur de toutes les discussions. Bon, et vous vous êtes mis à l'anglicisme hein, quand même, Christophe Madrol. Vous êtes obligé quand vous êtes Ah ben oui, mais c'est normal. Il nous représente, il nous représente. Non, mais c'est pas ça, c'est que malheureusement, il le sait très bien, pour avoir moi beaucoup bossé avec l'ONU, c'est qu'à un moment donné, en plus de ça, vous parlez qu'en broken English, quoi, parce que la réalité, c'est que vous êtes obligé de parler en broken English, vous en rendez même pas compte à la fin, mais voilà, c'est comme ça. Bon, oui, et puis les conférences se font généralement en anglais, donc j'ai pris, cher Philippe, des cours d'anglais, donc je suis à peu près à ton niveau, cher Philippe. Oui, parce que Christophe, vous êtes très doué. Oui, parce que en fait, Christophe, c'est toute cette émission. Il savait qu'au moment où il avait dit Side Even, Philippe avait un petit rictus, évidemment, j'emboîtais le pas, bien sûr. Merci Christophe Madrol, merci. Vous me manquez, continuez avec ce que vous êtes et je vous aime. Nous aussi. Et bravo pour ce boulot. Et merci aussi à Albin Texera pour ce gros plan sur nos océans. Moi, j'accompagne seulement cette information. C'est bien. Je le voit à l'antenne avec sa petite mèche, on dirait vraiment Spirou. Je vais verser une larme. Dans un instant, ça sera votre tour de table, chère Vraie Voix. Et puis nous aurons le vainqueur de la fête des pères aussi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix en ce jour férié. Philippe Bilger, Françoise Degois, Samuel Botton. Ils vous ont préparé leur tour de table. Attention, ça va attaquer fort. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Ever seen before. C'est du russe, non?
Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Le tour de table. De l'actualité. But alors, you are French, Philippe. Yes. Philippe Bilger, on commence par vous. Ça c'est un sujet passionnant. L'incroyable partialité sportive et médiatique en faveur de Jannik Sinner. Vous faites référence à la finale de Roland-Garros contre l'Espagnol Alcaraz. En fait, j'ai dit une bêtise. En faveur d'Alcaraz. Bien sûr. Comment ai-je pu écrire ça? Non, c'est en Ce qui faveur me d'Alcaraz. frappe, c'est que... Donc pour vous, tout le monde a soutenu Alcaraz. largement. Et puis, lorsqu'il y a eu les dégradations et les violences du 31 mai, on disait, regardez, le foot génère ce genre de choses. Et on disait, il y a d'autres sports où ça n'arrive jamais, et on parlait du tennis. C'est une autre forme de grossièreté à Roland-Garros. D'abord, le public, au fil des années, devient de plus en plus vulgaire. Ouais. Il parle, lorsque les échanges ne sont pas terminés, il manifeste. Et puis hier, dès lors que quelqu'un n'a peut-être pas l'aura ni la grâce, celle d'Alcaraz, il a été, les commentaires télévisuels, avec cette manie épouvantable de commenter durant les échanges, ont été partiaux. Le public a été odieux à l'encontre de Jannik Sinner, et lui a eu beaucoup de classe à la fin, et donc je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Il n'a jamais discuté, il a dit j'ai été battu, c'était formidable, mais je trouve que c'est exaspérant ce manque d'équité sportive. De la part des commentateurs, je ne l'ai pas entendu. Si, Mathieu Lartaud. Justine Hénin, beaucoup moins, mais Mathieu Lartaud, c'était chaque fois étaient pour Carlos Alcaraz. C'était évident. Et alors Justine Hénin parle tout le temps, elle ne sait pas se taire quand il y a des échanges. J'aime beaucoup Justine Hénin. Elle était une championne, mais elle est faite pour être commentatrice comme moi, pour être modérée. Si je peux me permettre, en tant qu'ancien commentateur de Canal+, souvent, pour faire vivre l'événement, vous prenez fait et cause pour celui qui est mené, et en fait, avec cela, vous allez plus loin. Donc, comme il a été mené 2-7-0... Il y a une sorte de délire sur Alcaraz égale Nadal, roi de A. Jannik Sinner, je l'adore, parce que je pense qu'il n'exprime rien, mais qu'il est une tempête sous un crâne, il est très puissant, etc. Il a été d'une classe absolue, il rend des points à 0,30 alors qu'il est mené sur un mais Alcaraz aussi, Alcaraz est très fair play. On sent que ces deux-là, en réalité, s'adorent, s'aiment, se respectent. Et je suis d'accord avec Philippe, il y avait un parti pris Alcaraz, mais j'ai adoré l'équipe. La une de l'équipe ce matin, elle est magnifique, parce que ils mettent pas Alcaraz avec la Coupe des Mousquetaires. La une, c'est ils sont enlacés tous les deux. Et je trouve que pour la légende, match de légende. C'était très beau pour ça. L'équipe a été super pour ça. Le tour de table de Samuel Botton va dans ce sens. Vous voulez parler des audiences TV du sport en clair avec la journée d'hier. Donc Roland-Garros, Ligue des Nations de football. Allez, je vais rajouter le Dauphiné du cyclisme. Vous le savez, c'est mon sport. Hein. Allez-y, Samuel. Et dédié ça à Gérard Briac, qui a été l'homme des acquisitions de TF1 dans les années 80-90. Qui m'avait raconté un peu ce qui s'y passait. Donc le foot en clair, enfin le sport en clair plus généralement, c'est devenu une denrée rare, encore plus à l'émergence de la génération TikTok, qui a besoin de contenu rapide à consommer de manière immédiate. Et bien hier, on a eu 19,6 millions de téléspectateurs qui se sont attardés et qui sont passés, même en coup de vent sur la finale, à partir de 15h. 19,6 millions, c'est les chiffres de Laurent-Éric Lelay. La France doit beaucoup en termes de droits sportifs à la famille Lelay finalement. Donc il y a ça, il y a aussi pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit private joke, voilà. Il y a aussi cette joie que j'ai eue entre 15h et 17h de pouvoir zapper à mon envie entre du foot et entre du tennis. Il y a eu du sport de qualité. Ça montre que quand on fait les efforts, le public il est au rendez-vous. France Télévisions, on peut critiquer les commentateurs certes, mais on doit au moins leur reconnaître que personne ne met le sport français en valeur comme eux. On peut aussi rebondir sur ce que fait le travail de l'équipe ces dernières années, qui est très beau. Et aujourd'hui, j'ai envie de lancer cet appel à TF1, M6, qui sont aussi des chaînes moteurs. Quand est-ce qu'on aura des grands événements à l'année? Je pense à la Ligue des Champions, je pense à la Ligue 1. Le problème, c'est que ça coûte cher et que pour financer ça, il faut des abonnements. Mais aujourd'hui, on a un football français qui ne vaut plus rien.
Et c'est peut-être le moment de monter ce consortium. C'est intéressant ce que dit Samuel, parce que honnêtement, je trouve que je suis saturé, mais alors saturé du duo de commentateurs du football sur TF1. J'adore Grégoire Margoton, j'adore Lizarazu, mais c'est pas possible en réalité. C'est des incarnations, François. C'est des incarnations, mais il y a quelque chose vraiment sur c'est trop. D'abord, c'est trop. Il y a un parti pris sur l'équipe de France qui est vraiment. Ça a toujours été. Oui, mais je sais très bien. Quelque chose qui est français. Non, mais moi, ça m'ennuie. D'abord, ça m'ennuie. Le délire sur Mbappé ne s'arrête jamais, alors que je pense que maintenant Mbappé est en train de devenir un joueur moyen. Et j'adorerais, moi, que TF1 fasse vivre des grandes soirées de rugby. Autre chose, si vous voulez, que l'équipe de France qui ne marque. Bon. Voilà. Alors, voilà pour vos tours de table. On continue et on enchaîne avec le vôtre, Françoise Degois. Ah, c'est moins marrant. Alors oui, c'est moins marrant. C'est pour ça que je mets une petite rupture avec le précédent. Revenons sur cette affiche sur les festivités de la Gay Pride, où finalement tous les symboles sont mêlés en dépit du bon sens. Oui, c'est l'affiche du scandale, et moi je comprends très bien le malaise de toute la communauté LGBTQIA+, d'ailleurs, puisque maintenant c'est comme ça qu'on la nomme. Cette affiche est délirante en réalité, c'est-à-dire que vous avez un drapeau palestinien, une femme voilée et un homme pendu. Moi je pense que le pire, est-ce qu'il faut choisir un homme pendu dans cette affiche? C'est insupportable. Moi, le détournement de la cause LGBT, c'est pas possible de détourner cela. C'est un moment, en plus de ça, où les droits des LGBT et des trans et LGBTQIA+ sont véritablement remis en cause. Quand vous voyez que maintenant les trans ne peuvent plus faire l'armée aux États-Unis, quand vous voyez que Orban, c'est pas des petits sujets. Vous voyez que Viktor Orban interdit la Pride. Honnêtement, le 28 juin, il y a un vrai sujet là-dessus. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, nous le savons tous. C'est LFI qui a totalement noyauté LGBTQIA+ à Paris. Ça donne cette affiche épouvantable. Vraiment, je le dis. Normalement, le combat gay, c'est le combat pour l'universalisme. Personne n'est là pour être pro-palestinien ou sioniste ou comment dirais-je, ou de gauche ou de droite. La Gay Pride, qu'on soit de gauche, de droite, voire d'extrême droite ou d'extrême gauche, les gens défilent parce que c'est universel, c'est le respect des droits humains. Je suis vraiment remonté comme un avion. Ça ne changera rien, mais je suis encore également très en colère contre Valérie Pécresse. C'est pas parce que l'affiche vous plaît pas qu'il faut sucrer les subventions pour faire plaisir à tous les réactionnaires derrière lesquels vous courez politiquement. Oui, voilà. Elle a sucré les subventions. C'est nul d'avoir fait ça. Voilà. Merci Françoise Degois. On a un gagnant pour le jeu de la fête des pères. Allez, on va se détendre. Nous partons à Cap-Breton. Claire, c'est ça, Claire? Bonjour, oui, Claire. C'est vous avez gagné. Alors, rappelons-le, il s'agit donc d'un très très beau bracelet cadeau pour les papas. Une manière élégante et émotionnelle de célébrer les papas grâce à la marque leventàlafrançaise.com. Vous avez été la 9e, c'est ce qu'on avait dit. Claire, qui sera le papa récompensé? Il n'est plus sur Terre, mais il est né un 30 juin. Alors, ma sœur et moi, nous repasserons le bracelet en souvenir de lui. Et il aimait beaucoup les jolies choses. Ah, c'est très joli. C'est très très joli ce que vous dites. Ouais, c'est un bouchon. À 88 ans. Eh ben, vraiment, c'est très très beau. On partage ce moment d'émotion avec vous, chère Claire. Vous l'avez en tout cas. Donc, ce bracelet. Merci beaucoup. Vous êtes notre gagnante ce soir. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ils sont là et prêts à bondir malgré cette Pentecôte. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et magistrat honoraire. Françoise Degois, éditorialiste au parcours politique impressionnant et revendiqué de gauche. Absolument. Et puis Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. C'est aussi un petit exercice. C'est ce qu'on fait la majeure partie du temps. Voilà, c'est très bien, c'est un bon test en tout cas. Vous êtes prêts pour le coup de projecteur? Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Les leaders nationalistes de toute l'Union européenne sont à Mormant-sur-Vernisson, près de Montargis dans le Loiret. La raison ? Ils honorent l'invitation du Rassemblement national qui souhaite célébrer les 1 an de ce qu'ils considèrent comme la victoire aux élections européennes de leur camp baptisé Patriotes pour l'Europe. Un parti qui siège au Parlement, je le rappelle. Nous vous posons la question. Le RN et ses alliés nationalistes qui ont déclaré récemment vouloir faire un petit peu comme Trump, c'est-à-dire Make European Great Again. Vous l'avez compris. Donc est-ce que ce RN et ses alliés nationalistes sont une menace ou non pour l'Union européenne? Sur le compte X de Sud Radio, vous êtes nombreux à répondre. Et vous dites que non, le RN et ses alliés ne sont pas une menace pour l'Union européenne, et ce à 83% contre 17%. Pour nous éclairer, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe et analyste des dynamiques politiques européennes. Bonsoir Jérôme Quéré. Bonsoir. Alors, on va faire le tour avec nos vraies voix et puis ça va être un ping-pong avec vous. Philippe Bilger, finalement, il parle de rendre l'Union européenne plus forte. Ils ne sont pas anti-européens. Absolument. D'ailleurs, il faut noter que le Rassemblement national a beaucoup changé sur l'Europe. C'est le premier point. Et aujourd'hui, il ne la remet plus en cause dans son existence, l'Union européenne. Et deuxième élément qui peut être là, lui, plus troublant sur le plan du pire, c'est le fait que le Rassemblement national, dans sa vision de l'Europe, rejoint en quelque sorte la déception d'un grand nombre de Français, bien au-delà du Rassemblement national, qui ne voit plus la beauté de l'esprit européen traduite dans des faits, et notamment qui supportent mal, me semble-t-il, que leur quotidienneté soit impactée par une Europe, une Union européenne qui, en quelque sorte, ne comprend plus les angoisses et les inquiétudes des pays. Jérôme Quéré, vous venez d'écouter Philippe Bilger. Alors, pas vraiment une menace ou quand même une menace, ces fameux patriotes pour l'Europe? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire sur l'aspect recentrement du Rassemblement national qui ne veut plus détruire la Commission européenne comme ça a été le cas dans des précédents programmes. Donc, il y a un vrai changement de paradigme du côté du Rassemblement national, même s'ils ne sont pas en faveur de l'Europe telle qu'elle est actuellement. Là-dessus, je pense que tout le monde a bien compris. Je pense aussi que c'était une victoire, bien entendu, l'année dernière, une victoire du Rassemblement national, mais pas forcément de son camp au niveau pan-européen. Il reste le 3e groupe au Parlement européen, ce qui est impressionnant, hein, ce qui est une grosse progression, mais il reste derrière la droite traditionnelle et derrière les socialistes. Oui, c'est important de dire que cette notion de victoire, elle est relative, elle est évidemment montée au pinacle. Françoise Degois. Oui, je trouve ça intéressant, mais enfin, les habits neufs du Rassemblement national ne doivent pas tromper. J'ai souvenir de Marine Le Pen en 2022 qui explique en réalité qu'il n'y a aucune... les lois européennes ne peuvent pas être au-dessus des lois nationales. Donc ça s'appelle la négation même de l'Europe. Moi, je veux bien qu'on ripolline le RN. Le RN n'aime pas l'Europe telle qu'elle se construit et pour la souveraineté absolue des pays. Et en gros, trouve que c'est normal que Orban ait le droit de faire tout ce qu'il fait. Je suis désolé de le dire. Orban est hors les clous légalement des accords qu'on a quand on rentre dans l'Union européenne. Donc, le bien Premier sûr, ministre slovaque va défiler avec Poutine aussi sur la place. Voilà, donc bien sûr que le Rassemblement national n'aime pas l'Europe. Après, avoir le tour de force de faire croire qu'ils l'aiment et qu'ils sont des amis de l'Europe parce qu'il avait le plus forte, ça c'est vraiment, comment dirais-je, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je constate quand même, effectivement, que ça reste quand même un groupe non seulement le moins important, sur lequel, malgré tout, et c'est une première, s'appuie le PPE de plus en plus souvent pour voter. Ça c'est important à signaler, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et deuxièmement, c'est un groupe qui ne s'entend pas, qui se déchire. Il n'y a aucune commune mesure aujourd'hui. Ce soir, par exemple, avec Marine Le Pen, il n'y a pas de Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia n'y est pas parce que Salvini y est. Donc, ils ne s'entendent pas. L'AfD a été longtemps cacaboudin et encore pour le Rassemblement national. Donc voilà, ils ne s'entendent pas. Ça faisait longtemps que je l'avais plus entendu celle-là. Oui. C'est la vérité parce que c'est comme ça qu'ils en parlent en privé en tout cas. Ouais. L'AfD avec tous les relents nazis. Donc voilà, la réalité, si vous voulez, c'est que non, le RN n'aime toujours pas l'Europe. Alors vous avez cité Orban, Salvini, on peut ajouter l'Espagnol Santiago Abascal, les dirigeants tchèques, grecs, polonais, estoniens et belges. Il y a un sentiment commun quand même du développement du nationalisme en Europe pour vous, Jérôme Quéré ?
Alors, j'appuie ce qui vient d'être dit. En réalité, il y a plusieurs extrêmes droites et l'extrême droite, entre guillemets, qui est jugée plus respectable actuellement en Europe, hein, c'est pas ce que je dis moi de ma bouche, en tout cas, c'est plutôt les conservateurs avec Giorgia Meloni. Bien sûr, Fratelli d'Italia, je suis d'accord avec vous, absolument. Exactement. Et c'est pas ceux qui siègent avec le Rassemblement national qui siègent avec le PPE. Ceux moins fréquentables, y compris Viktor Orban, qui n'est pas du tout maître en Europe. Giorgia Meloni n'est pas maîtresse en Europe non plus, mais elle a beaucoup plus de poids qu'un Viktor Orban. Et donc c'est important de voir que le camp du Rassemblement national n'est pas forcément celui qui a le plus le vent en poupe au niveau des différentes extrêmes droites. Et notamment des positions communes avec un Viktor Orban qui souhaite arroser les copains de fonds européens et qui est jugé, sanctionné par la justice européenne. C'est aussi de l'argent des contribuables français et françaises qui est distribué parmi les clientèles de Viktor Orban. Et ça, comment le Rassemblement national en France peut-il le justifier? C'est plus compliqué. Alors après, il y a eu des autres points effectifs pour lesquels le Rassemblement national a été sanctionné aussi à l'échelle européenne. Donc c'est peut-être aussi ça, la valeur commune de ce groupe. Samuel Botton n'est pas encore rentré. Alors vous, s'il avait fallu répondre menace ou pas menace, ces patriotes pour l'Europe, pour l'Union européenne, Samuel? La souveraineté, ce n'est pas le souverainisme, et je pense que l'extrême droite a encore du mal à faire cette différence. Sur la question du Rassemblement national, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, c'est la question du poids du Rassemblement national dans cette coalition européenne. Est-ce qu'il existe vraiment? Comme on l'a dit, il apparaît comme le parti le plus respectable d'entre tous et sans doute celui qui est le plus proche dans son pays de faire une grande alliance avec la droite, même si je pense qu'on en est loin. Et puis après, il y a quelque chose qui, à mon sens, joue en leur défaveur, c'est que la Commission européenne, le Parlement européen, sont des institutions éminemment techniques. Et la technique, c'est tout ce qui manque au Rassemblement national sur la gestion des dossiers, et notamment sur les questions européennes. Après, il y a une autre question, quelle va être la colonne vertébrale de la pensée qui va être suivie? Est-ce que le Rassemblement national, au vu de ces échéances en France, peut se permettre de toutes les suivre? Et surtout, comme vous le disiez, c'est-à-dire aujourd'hui, on est face à une troisième puissance au Parlement. Est-ce que ça a vocation à grandir? Et surtout, où est-ce que ça doit aller? Et de quelle manière, justement, pour le RN? Eh bien, justement, réagissez, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe, sur ce que Samuel vient de dire. Alors là-dessus, en effet, il n'y a pas de texte rapporté par des députés européens du Rassemblement national. On pourrait dire qu'il y a un cordon rouge. Pourtant, Sarah Knafo, qui n'est pas dans le même groupe, politique, je le rappelle, qui est dans l'Europe des nations souveraines, est rapporteur d'un texte sur la souveraineté numérique. Ce qui est une première au Parlement européen. Donc le cordon sanitaire, entre guillemets, avec les extrêmes droites a sauté. Mais on voit que c'est au bénéfice du Rassemblement national. Donc Sarah Knafo est estimée peut-être plus compétente sur le sujet numérique. Encore une fois, c'est pas de ma bouche, mais en tout cas, elle a été nommée rapporteure, donc il faut bien le constater. Mais aucun membre du Rassemblement national ne l'a été sur ce texte. Et c'est pas un texte lambda. Hein. La souveraineté numérique, la souveraineté européenne numérique, c'est quelque chose, on en parle beaucoup en ce moment. Bon, juste pour conclure, parce que ça passe très vite, les trois vraies voix, c'est quoi? C'est un coup de com' estampillé Bardella-Le Pen, cette fête-là? Non, mais je crois qu'il est utile que les extrêmes droite se réunissent et d'opposer à une pensée classique, une pensée provocatrice et dissidente. Moi, ça ne me gêne pas. Françoise? Oui, c'est de toute façon, ils ont besoin de créer le mouvement parce que ils ont besoin de continuer à créer l'illusion, et surtout en France, que le rouleau compresseur est inéluctable, alors qu'en réalité, le rouleau compresseur est arrêté partout quasiment. Donc là, il a été arrêté en France à 2 reprises pour les présidentielles et à 1 reprise pour les législatives et à 1 reprise pour les régionales. Marine Le Pen n'a jamais réussi à gagner une région. Il faut continuer à donner l'idée qu'on est un rouleau compresseur, alors que dans les faits, ce rouleau compresseur existe, mais pas à ce point. Et Samuel Botton? C'est un grand rassemblement avant l'été. Moi, j'y vois un peu les mêmes opérations de communication que Chirac-Balladur pour faire croire que tout allait bien et qu'on se parle, et je pense que c'est justement... c'est pas mal, oui, c'est vrai, t'as raison. J'aurais pu aussi te citer Mitterrand-Chirac. Tu sais, sur les déplacements, quand Mitterrand disait « laissez voler encore Chirac le temps que moi je me pose », quand il disait « il n'y a pas de conférence de presse, il n'y en a qu'une, je réponds et le Premier ministre n'a pas d'autre position ». Donc je vois bien un peu ce petit jeu de leadership sur opposé, et sur le reste, bon... Ils étaient présents côte à côte sur toutes les images de ce matin. Oui, bien sûr, on est dans l'opération de communication, et là-dessus, il n'y a aucun souci. Après...
célébrer les 1 an d'une victoire aux européennes, permettez-moi de le dire, je trouve que ça fait un peu loser. Bon, merci beaucoup Jérôme Quéré, déjà le directeur du think tank Confrontation Europe, de nous avoir éclairé. Merci les vraies voix. C'était un plaisir mon cher ami, parce que la pente est rude. Mais... oui, la fameuse Pentecôte. Et je vous donne rendez-vous au prochain jour férié. Avec plaisir. Merci Françoise Degois, Philippe Bilger, Samuel Botton. On se retrouve dans un instant avec les vraies voix citoyennes. Mais avant, les incontournables de l'immobilier avec l'excellent Thomas Binet. Groupe Bacalan,